parle trop. Eh oui, beaucoup trop. Et il devrait même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H. Le film d'aujourd'hui est... Oh oui, vous l'attendiez. Oh oui, vous étiez impatient. Un mec qui parle trop. Parle-nous. Raconte-nous des histoires. C'est quoi encore? Ah, j'ai oublié le nom de super truc. C'était Père Castor. Raconte-nous une histoire. Bon bref. Avec un mec qui parle trop, c'est trop long donc. Nous y voilà, Joker. Le film très très attendu en cette fin d'année. Hein. J'aime beaucoup les gens qui disent le film attendu de l'année. Non. Il y a eu d'autres films dans l'année qui ont été très attendus, qui ont marqué d'ailleurs. Parasite, hein, pour ne nommer que lui, qui a été quand même un petit peu palme d'or quand même, donc il a été un tout petit peu attendu, et il a un tout petit peu cartonné aussi. Ah, mon casque s'est débranché. Donc il y a quand même eu pas mal de hype autour, hein, donc me l'a joué genre Joker était le film attendu. Non, Joker il a été attendu à partir du moment où on a découvert que c'était Joaquin Phoenix qui allait faire le rôle, déjà, et puis il a pas fait plus de hype que d'autres de films de super-héros de cette année, hein, que ce soit Avengers Endgame, excusez-moi. Je pense que c'était le film attendu de l'année, rien qu'en termes de hype, de pognon, de nombre de spectateurs, à tous les niveaux, c'était le film attendu de l'année. Même au niveau critique, c'était le film attendu de l'année. Et oui, c'est le film qui a été le plus critiqué sur Internet de l'histoire. On ressent, je crois, l'équivalent de 2 à 3 millions de critiques audio et écrites. C'est monstrueux, quoi. Donc, oui, Joker était un film attendu au niveau artistique très fortement parce qu'il apportait quelque chose de vraiment différent. Là, Avengers Endgame est clairement un soufflet à côté. Même si je vous renvoie à ma critique, il y a des bonnes choses, il y en a des moins bonnes, blablabla, comme d'habitude, il faut savoir faire la séparation, n'est-ce pas, monsieur Martin Scorsese? Mais peu importe, hein, on va pas parler au vieux hashtag gériatrie, non, je déconne, Martin Scorsese, c'est un réalisateur extraordinaire. C'est juste que, voilà, ce qu'il dit, c'est pas très intéressant de le faire parler sur les films Marvel qu'il n'a visiblement pas vu. Bref, peu importe. Comme diraient les journalistes, changez un petit peu votre fusil d'épaule et faites-nous des articles de fond. Faites des podcasts qui sont regardés par 30 personnes au lieu de faire des petits articles de 5 lignes qui sont lus par 2 millions. Hein. Ça n'a aucun intérêt, voyons. Hein. Comment ça l'argent? Comment ça la finance? Bon bref, peu importe. Hashtag, un mec qui parle trop, tu es tout seul à te battre dans ton évier avec toi-même. Donc, Joker de Todd Phillips, il est sorti le 9 octobre 2019, je l'ai vu au cinéma et en VO. Alors, je pourrais faire une énorme critique, mais je vais essayer un peu de changer de système aujourd'hui. Dans le développement de ma critique, je vais essayer d'aller un peu plus à l'essentiel, de moins écrire mes critiques aussi, parce que j'aimerais en faire plus. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais en faire 2 par semaine, je vous garantis rien. Je vous garantis rien du tout. C'est vraiment compliqué pour moi de trouver le temps de faire des podcasts, mais je me suis rendu compte que je voyais beaucoup de choses, que j'avais envie de parler de beaucoup de choses. Là, j'ai fait une critique de jeux vidéo qui était objectivement moyenne. Je l'ai réécouté, c'est pas terrible, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma critique sur The Banner Saga, qui était ma première critique sur un jeu vidéo, mais il n'y a pas de souci, entre guillemets, sur le fait à me dire que c'est pas bon, parce que c'est une première et qu'il faut que je m'améliore, et d'ailleurs, vous pouvez me le dire sur n'importe quel de mes podcasts, ça me fera progresser, surtout si vous avez des critiques constructives, évidemment. Nonobstant, vous pouvez aussi donner votre avis, c'est toujours très intéressant. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de procéder un petit peu différemment. Alors, pour Joker, j'aimerais qu'on parle de Todd Phillips rapidement, comment je le connais. Je sais qu'il y a eu beaucoup de hype et d'interviews, que le mec a beaucoup parlé avant Joker, mais moi, personnellement, les interviews des réalisateurs avant le film, ça m'intéresse moins que leur film. Il se trouve que Todd Phillips, j'ai pu constater avant que le film sorte, qu'il avait fait plusieurs films que j'avais vus. Il a une filmographie plus dense, mais je vais vous parler simplement des films que j'ai vus, comme ça m'évitera de dire des bêtises. Il a réalisé notamment Starsky et Hutch, le remake de 2004, avec Ben Stiller et Patrick Wilson, non, je sais plus son nom. Owen Wilson, qui était objectivement vraiment pas bon. Enfin, je m'explique, c'est pas un humour qui me parle beaucoup, et Starsky Hutch n'était pas une série qui était comique. Donc l'idée de le reprendre et d'en faire une sorte de caricature était, à mon avis, en 2004, frondeuse et bien vue, puisque 21 Jump Street va avoir le même type de traitement pour un bien meilleur succès à peu près 6 ou 7 ans plus tard, avec son film original et sa suite, qui vont cartonner avec le même principe, c'est-à-dire reprendre une vieille série dont le principe est un peu kitsch et s'en moquer gentiment, en faisant un film plutôt d'humour, hein. Et que ce soit 21 ou 22 Jump Street, c'est des films très sympas sur plein de points, ils ont des défauts, mais c'est des films vraiment sympas. Starsky Hutch est peut-être arrivé un peu en avance et a pas trouvé son public,
Mais au-delà de ça, je trouvais que le film n'était pas spécialement drôle, alors c'est facile de dire ça, chacun son humour, mais plus simplement, il y avait toute une part film noir, notamment dans les premières saisons de Starsky et Hutch, qui a été complètement abandonnée, et qui, moi, j'étais gamin, c'était une série qui m'avait beaucoup marqué, que je trouvais très intense. Enfin voilà, quoi, ça pouvait être par moments vraiment violent. Je crois qu'il y a plusieurs épisodes où, grosso modo, ils attrapent pas l'assassin ou le mec, ça finit mal. Enfin voilà, c'est une série qui ensuite est devenue très mélodramatique, avec toute une histoire avec, je crois, Hutch qui a... non, Starsky qui a une copine qui a le cancer, enfin voilà. La série est vraiment allée vers autre chose au bout d'un moment, mais je la connais pas assez, hein. C'est juste que ça m'avait marqué à l'époque, de voir un tel revirement dans les épisodes, surtout quand j'en avais revu quelques-uns dans les années 2000. Et là, du coup, j'avais trouvé que c'était une mauvaise adaptation, notamment parce que c'était plus un truc... Ça se moquait, je trouvais, de la série, plus que ça ne lui rendait hommage en rigolant. Dans 21 Jump Street, ils se moquent de la série, mais ils ont réussi à trouver cet équilibre assez étrange de faire une comédie qui à aucun moment dit la série originale était comme ci ou comme ça. Dans Starsky et Hutch, on sentait vraiment un... J'ai trouvé un regard... dédaignant. Bref. Donc c'est Todd Phillips qui l'avait réalisé, et pour le coup, il partait mal avec moi. Il a, de ce que j'ai vu de sa filmographie, j'ai surtout vu la trilogie Very Bad Trip, que j'ai pas spécialement aimé. Je sais pas comment j'ai fait pour voir les trois. Très honnêtement, je suis surpris d'avoir vu les trois, mais bon. Je les ai vus. Alors le titre original, The Hangover, je crois que c'est la gueule de bois, ça veut dire. Hein. Grosso modo, c'est quand le jour d'après une grosse stuff où t'es défoncé, quoi. Donc vous connaissez le principe de Very Bad Trip, juste pour vous rappeler, c'est des mecs qui se défoncent la gueule tellement pour différents contextes que le lendemain, ils se souviennent pas du tout de ce qu'ils ont fait. Et tout le trip du film, c'est de retrouver, de faire une enquête pour retrouver, parce qu'en général, je crois que dans le premier, ils ont perdu leur copain, et il faut qu'ils le retrouvent, ils doivent se marier, et puis ainsi de suite. Il y a toujours un truc comme ça qu'ils doivent absolument retrouver. Donc ils sont obligés de retourner sur leurs traces pour voir, enfin voilà, quoi, retrouver ce qui s'est passé. Donc c'est un peu des enquêtes comiques. Évidemment, l'idée, le principe du film étant que plus ils retournent en arrière sur ce qu'ils ont fait dans cette soirée, plus c'est délirant. Je crois que dans le premier, ils se retrouvent carrément à rencontrer Mike Tyson et son tigre. Enfin voilà, ils ont volé le tigre de Mike Tyson. Enfin vous voyez, ça va vraiment très très loin. Bref, tout ça pour dire, l'idée était franchement sympathique. C'était assez original comme base de scénario. Mais les films sont pas terribles, l'humour est assez gras, pas forcément pour de bonnes raisons, c'est des films d'humour, point barre. Ça se veut décomplexé, mais au final, quand c'est décomplexé pour être décomplexé, ben, ça peut donner des films marrants ou sympathiques. Mais comme à la fin de chacun des films, ils veulent te rendre ça avec une morale un peu suradée sur l'amitié, la famille, blablabla. En fait, c'est complètement naze. Enfin, je vais être très honnête, au final, c'était des films assez vains, qui avaient une base d'humour géniale, qui auraient pu donner des films absurdes et hyper... qui aurait pu partir en Z complètement, et ça aurait été vraiment, je pense, bien meilleur. Et en faisant des films de comédie populaire, là où c'était plutôt stupide avec ce principe-là, je pense, ça a donné des films assez inodores au final, quoi. On les a vite oubliés, entre guillemets. Ça a marché de 2009 à 2013, et on sent vraiment le côté... la prod, le réalisateur, tout le monde s'est dit bon, il faut cartonner tout de suite, et puis ça a permis à des acteurs comme Bradley Cooper d'avoir un peu plus d'aura populaire, Zach Galifianakis aussi, enfin bon, voilà. C'est vraiment pas des grands films. Donc Todd Phillips, jusqu'à ce qu'il réalise Joker, moi, j'insiste, c'est mon point de vue, ne m'avait pas spécialement marqué. Jusqu'à ce que je regarde un peu sa filmographie de scénariste, et il avait notamment écrit Borat, Leçon culturelle sur l'Amérique au profit glorieuse nation Kazakhstan, non, il avait écrit le scénario, c'était Larry Charles qui l'avait réalisé, donc, et c'est... En fait, moi, c'est un film que j'avais beaucoup sous-estimé à l'époque, hein. J'étais un petit peu en mode, ouais, bon... c'est encore une comédie lourdingue américaine, blablabla, et en fait, pas du tout, c'est complètement tourné de manière faux documentaire, en utilisant le talent de Sacha Baron Cohen pour se fondre dans un personnage, et faire croire aux gens qu'il est ça, et en fait, tout le film, c'est lui, qui est suivi par une caméra, en mode vrai faux docu, qui va voir des gens et qui joue cette carte d'être Borat, un mec qui vient du Kazakhstan, qui serait donc un pays, dans le film, particulièrement arriéré, qui aurait une vision de l'Amérique complètement tordue. Et le film devenait ensuite non pas une critique du Kazakhstan, puisque le film a été interdit au Kazakhstan, il a été beaucoup critiqué par le gouvernement du Kazakhstan, mais au final, ce qui est assez génial, c'est qu'on comprend très vite que Borat n'est pas du tout un mec du Kazakhstan, donc déjà c'est une première chose, mais surtout, ça devient très très vite une critique de l'Amérique qui est assez géniale. Il y a beaucoup de séquences dans le film qui sont dingues, que je trouve pas forcément drôles, mais qui sont critiques, mais à un point, on a du mal à croire. On passe vraiment la moitié du film à se dire non mais les gens se rendent pas compte qu'ils se moquent d'eux, alors déjà première chose, et deuxièmement, ils s'en rendent pas compte, mais en plus ils sont eux-mêmes des clichés encore pires que lui. C'est là où ça devient incroyable, il y a plein de séquences qui sont folles, le moment où il va chercher un autographe chez Pamela Anderson qu'il espère kidnapper, enfin qui est une séquence complètement folle.
Le moment où il va chez des personnes riches, là, américaines, et qui s'installent en mode « je suis kazakh », et elles remettent jamais en cause le fait qu'il l'est ou pas. Enfin bon, c'est complètement fou, ce film. Franchement, je suis pas un fan de l'humour de Sacha Baron Cohen, et ça m'a vite saoulé, d'ailleurs, ces films. Mais Borat, c'est assez fou. Hein. Je suis surpris d'à quel point les gens ont marché, et à quel point il a pu montrer l'envers, une certaine forme d'envers de l'Amérique, avec beaucoup de racisme, de préjugés sociaux, enfin, c'est impressionnant. Et du coup, c'est plutôt balèze en termes de scénar. Ensuite, il a écrit d'autres scénarios, mais des films que j'ai vus, il a fait donc le scénario de Very Bad Trip 2 et 3. Honnêtement, je vais être clair, c'est pas son avantage, de mon point de vue. Après, n'hésitez pas à me dire hein, si je me gourre sur Very Bad Trip, si vous trouvez qu'il y a autre chose dedans, et que j'ai pas compris le message ou pas compris la nuance, hein, c'est possible. Hein. Mais entre Borat et Very Bad Trip, il y a quand même, je trouve, une perte de qualité, clairement. Et puis donc, le scénario de Joker. C'était juste pour vous donner une échelle d'idée. J'arrivais quand même sur ce film, malgré sa hype, j'étais aussi hypé, je me disais, ouais, ça a l'air intéressant, Joaquin Phoenix a l'air cool, le visuel a l'air bien foutu dans les teasers, tout ça, c'était classe. J'aimais beaucoup la musique du teaser qui était très réussie. Vous savez, Smile, j'avais trouvé l'idée très bonne. Mais je restais quand même un petit peu sur mes gardes parce que Todd Phillips ne m'avait pas rassuré, ni sur le fond, ni sur la forme. Et son cinéma, je trouvais, en tant que réalisateur, souvent bancal, voire carrément raté, dans le cas par exemple de Starsky Hutch. Donc j'arrivais sur ce film, attiré par l'événement, mais un peu comme un CRS. C'est-à-dire, j'arrive avec mon bouclier, je suis en mode, fais gaffe à ce que tu fais parce que je vais te taper sur la gueule si tu fais n'importe quoi. Et il faut admettre que je vais être un peu en dissidence par rapport à la critique générale. Il se trouve que c'est toujours très difficile de critiquer un film populaire qui marche très bien. Là, pour vous donner une échelle d'idée, le film avait 55 millions de budget, il en a déjà rapporté 730 millions. C'est un coup de pied au cul à la production de films de super-héros. Vous avez entendu dans mes autres critiques, j'en parle déjà assez bien. En long, en large, en travers, je veux dire. Hein. Bien, c'est à vous de juger. Hashtag soyons modestes un tout petit peu. Hashtag mon humour fascinant, mon esprit et mon intelligence extraordinaire. Bref, tout ça pour dire, j'en ai parlé beaucoup sur le fait que souvent un blockbuster, pour ramener le milliard, il faut qu'il soit à 100 millions, 150 millions de budget la plupart du temps. Là, on est vraiment à la limite du blockbuster. Hein. Le film a eu en budget global 55 millions, en comptant le cachet de Joaquin Phoenix, ce qui est vraiment très bas, j'insiste pour un blockbuster. Hein. Normalement, on commence à parler de blockbuster à 60 millions, 70 millions. Je suis en train de faire mes vidéos sur fucking Kassovitz pour la petite parenthèse, et je reparlerai de ça un peu plus en détail. Vous verrez là-dedans. Je vais pas trop m'étaler, et en plus il y aura de l'image, comme ça vous pourrez pas dire que j'ai pas fait un effort pour que vous regardiez mes vidéos, et que vous me financiez, et que vous alliez sur mon Utip, s'il vous plaît. Hashtag s'il vous plaît. Donc, oui je sais, hashtag César, acteur, meilleur acteur, Oscar et tout, la totale. Joaquin Phoenix au chiottes. Bref, tout ça pour dire, le film a été une énorme réussite, 55 millions, il est à 730 millions et ça fait seulement 3 semaines qu'il est à l'affiche. Autant dire qu'il est potentiellement sur le chemin des 800 millions, des 900 millions, et s'il arrive au milliard, je vous dis tout de suite, c'est fou. S'il arrive au milliard, déjà de 1, il y aura une suite, où on va retaner Joaquin Phoenix pour faire une suite ou autre chose avec, c'est quasiment acquis, mais surtout, ça va être un gros coup de pied au cul à la production de films de super-héros qui, jusque-là, n'étaient que dans une forme de surenchère, hein, en ayant des films qui coûtent en moyenne entre 150 millions et 200 millions l'unité, quand ils montent pas à 400 millions pour Avengers Endgame, mais rapportaient pour le coup le milliard à chaque fois, ce qui évidemment était très très sympathique pour les producteurs. Nonobstant, si un film en étant singulier, en proposant une écriture singulière et en allant vers un personnage très populaire, tout seul, en film solo, c'est-à-dire que Joker peut être un film qui peut tenir tout seul, qui n'a besoin ni de film d'avant ni de film après, qui peut se permettre d'avoir 55 millions, c'est-à-dire vraiment un tiers, plus d'un tiers c'est même un quart, hein, grosso modo, de ce qu'on met en moyenne sur une super production, un blockbuster, et ramener l'équivalent de quasiment le milliard, on n'y est pas encore, mais imaginons qu'il y arrive, alors là je peux vous dire que ça va clairement remettre en cause la production des prochains films, et notamment d'univers beaucoup plus familiaux comme les films Marvel. Mais je reviendrai dessus à l'occasion. En tout cas, c'est une impression. En tout cas, dans le fond, c'est toujours difficile de se poser en dissidence de films comme ça, parce que le film est très vu, donc très apprécié. La hype a marché, et le film marche assez au niveau critique et au niveau populaire, pour être très vite en dissidence si on n'a pas aimé. Et ce sera difficile pour moi de faire entendre en ce sens ma critique. Ça m'ennuie parce que je pense que c'est un film qui est très critiquable et qui a des problèmes de fond. Mais on va d'abord pitcher, on va schtroumpfer, calmez-vous, posez vos flingues. On va d'abord schtroumpfer.
Arthur Fleck est un homme qui est grosso modo très seul, très pauvre, et qui a comme job d'être clown. Un peu partout où il va, dans le job où il peut faire. Il prend soin de sa mère, qui est une femme très fragile et une grande fan de Thomas Wayne, et qui constamment lui renvoie l'idée qu'il est un homme gentil, solaire, et qu'il a toujours été un enfant heureux. L'histoire commence à partir en vrille au moment où Arthur se fait prêter un pistolet par un de ses collègues, car il s'est fait agresser très violemment et très gratuitement par des jeunes caïras de rue. Mis sur la piste, grosso modo, d'un détournement de sa manière d'être, il a quand même une fascination pour ce pistolet, et tout doucement, il finit par provoquer lui-même la fin de son travail et le début d'une descente aux enfers qui va l'amener à revoir sa vie en entier, aussi bien son passé que son avenir. Je veux pas spoiler plus que de ça, c'est un pitch improvisé, oui je vais moins écrire mes pitchs aussi, j'aimerais aller à l'essentiel plus vite maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez, hashtag vous aimez les pitchs bien écrits, donc vous voulez que j'arrête ce genre de pitch naze, pas de souci, je le ferai avec plaisir. Donc attaquons la critique de Joker, vous êtes venus pour ça les amis. Alors, comme j'ai dit, c'est un peu une nouvelle manière de faire des reviews, ce sera un peu plus structuré, avec un peu moins de notes, je vais un peu moins lire, parce que j'aimerais en faire plus souvent. Là c'est déjà mal barré, je crois que je suis déjà à un quart d'heure, 20 minutes, et j'ai pas commencé la critique, mais on va aller à l'essentiel, mais c'est juste pour vous dire que je change un peu de système, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Toujours dans l'espoir, j'espère, de faire plus de reviews par semaine, j'espère arriver à une moyenne de 2 reviews par semaine, ce serait cool. Nonobstant, je ne m'avance à rien, on verra si ça tient d'ici déjà à la fin de l'année. Alors, faisons les choses point par point, on change un peu de système. La mise en scène. Parlons de la mise en scène. La mise en scène de Joker est lente, parce qu'elle suit le personnage. Elle suit clairement Joaquin Phoenix, donc Arthur Fleck, qui a à l'écran, je pense, 95% du film. Je crois qu'il n'y a quasiment aucune séquence sans lui. Voilà, donc on le suit à 100%, et c'est un point fort, voire même un point très fort du film. On se sent vraiment très proche d'Arthur Fleck. La performance de Joaquin Phoenix est exceptionnelle, il est vraiment... Je reviendrai plus en détail après dessus, mais je trouve qu'il fait ce qu'il faut pour qu'on soit proche de ce mec, proche de ses fêlures, proche de sa fragilité, proche de son mal-être, proche de sa folie. Et c'est le grand point fort de Joker, c'est ça, c'est que le film s'appelle Joker, et il ne ment pas, on est proche du Joker. Je reviendrai dans une petite parenthèse sur le titre, j'avais pas pris ça en note, mais je trouve que ce Joker est tellement une influence pour un futur Joker qui serait vraiment le Joker qu'on connaît, c'est-à-dire le criminel, mais je reviendrai là-dessus après quand je ferai une parenthèse sur Jared Leto, parce que oui, j'ai fait une provocation sur YouTube et tout ça, je vais vous en parler. Vous inquiétez pas, posez vos flingues, je vais m'en occuper, hashtag, vous allez pouvoir me détester, hashtag qu'est-ce qu'il y a. Je fais ce que je veux dans mon podcast. Bref. Donc, je trouve que c'est plus une genèse d'une influence de ce que serait le futur Joker, le Joker qui serait vraiment l'adversaire de Batman. Je ne peux pas me voir de son Joker, personnellement, le criminel qui sera l'adversaire de Batman, ensuite. À la limite, on pourrait parler du Joker de Heath Ledger, mais là encore, je trouve que c'est difficile de l'envisager. Je reviendrai après. Oui, j'ai oublié de le dire avant. Je vais spoiler salement, hein, alors... Non, pas tant que ça, mais je vais spoiler un peu. Donc je pense que vous avez vu le film avant, donc il n'y a pas de souci, mais ce serait plus intéressant, je pense, pour vous, de voir le film avant, et d'apprécier du coup ma critique un peu mieux comme ceci. Donc n'hésitez pas à revenir une fois que vous l'aurez vu. Pour ceux qui l'ont vu, nous poursuivons, n'est-ce pas? Comme dirait Jean-Marie. Donc, être aussi proche du personnage, pour moi, est une vraie qualité, et propulse le film vraiment dans la dimension du limite du biopic, je caricature, de la biographie d'un personnage. On a vraiment le temps de le connaître en long, en large et en travers, et c'est une très très grande qualité, et la mise en scène, très souvent, malheureusement pas assez, mais je reviendrai là-dessus après, très souvent est au corps de son personnage. Elle n'arrive pas toujours à lui laisser la place, elle a peut-être parfois tendance à un petit peu en rajouter, et je pense que c'est une vraie faiblesse à certains endroits, mais je trouve que pour moi ça se passe plus au niveau du scénario que de la mise en scène. Je reviendrai là-dessus après plus précisément. On a quand même quelques moments où on n'aurait pas besoin d'avoir de l'information visuelle. Le visage, l'attitude de Joaquin Phoenix fait largement le taf, mais je trouve que pour moi c'est plus au niveau du scénario, de sa construction, qu'il y a quelque chose qui pêche. Au niveau de la mise en scène, ça m'a moins dérangé. Même si, quand je parlerai du scénario à la fin, vous comprendrez un peu où je vais en venir.
Je voudrais aussi parler tout de suite de la photographie, que je qualifierais de malade, avec une dominance des verts, un grain d'image un peu 70s que j'ai beaucoup apprécié. Le format du cadre d'ailleurs, ce n'est pas du 1,80 de cinéma, vous voyez, très large comme d'habitude, très grand. Il y avait un bon quart qui était enlevé, je ne sais pas de quel type de format c'est. Je connais pas assez de formats de Cinoche. Ça m'a donné l'impression d'être une forme de 1,60 à vue de nez, mais honnêtement, je connais pas assez les cadres. Hein. N'hésitez pas à me dire si vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a beaucoup plu comme type de cadre parce que je trouve que c'était une manière intelligente d'avoir toujours une ampleur un peu cinémascope, un peu, vous voyez, grand écran de cinéma large et tout, mais tout en l'enfermant un peu plus. Ça va vers le carré, mais c'est pas tout à fait un carré. J'ai bien aimé ce double effet, et ce qui fait que le film peut se permettre du coup d'avoir des plans qui ressemblaient vraiment à des carrés. Il y a ce fameux plan, ce fameux moment où Arthur se cache dans son frigo notamment, qui, dans ma tête, c'est un plan carré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est resté très restreint et j'ai beaucoup aimé ça. L'action se concentrant dans un carré au centre de l'image. Bref, le film joue beaucoup là-dessus. Et dans sa construction des cadres notamment, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il puisse se permettre de réduire l'image en quelque sorte, ou de jouer sur une image plus large, notamment sur la fameuse séquence maintenant qui est déjà très populaire sur internet, qui est déjà devenue un mème, où on voit le Joker descendre ce fameux escalier plusieurs fois. Image un peu kitsch certes, hein, qui symbolise la descente aux enfers du personnage, mais qui donne pour le coup plutôt une belle image malgré tout, en termes de communication visuelle, mais même en termes, je trouve, de cinéma, c'est plutôt une image forte. Critiquable sur le fond, mais encore pour moi, encore une fois, ça vient plutôt du scénar, mais j'y reviendrai. La musique, j'ai envie d'en parler tout de suite parce que, quelque part, je m'en souviens pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a ces vieilles musiques, ces musiques anciennes qui font un peu années 50, années 60, que je trouve assez belles, romantiques comme ça, comme la musique du trailer. Hein. Mais pour moi, la musique du trailer m'est plus restée en tête que la musique du film. Alors que je me souviens pas des thèmes, mais j'avais des moments que j'ai trouvé très beaux, notamment des moments vraiment où Arthur apprend des choses terribles sur sa propre vie, et on voit vraiment le revirement, le moment où ça commence à partir vraiment en vie dans sa tête, même si on a aussi des moments de silence qui sont parfaitement réussis. Où le personnage franchit un cap dans sa folie, notamment il se retrouve dans des toilettes tout seul, je vous passe les détails, il se met à danser, on sent qu'il arrive à une sorte de plénitude, on voit vraiment sa névrose et sa psychopathie prendre le dessus tout doucement, et c'est plutôt intéressant. Mais la musique m'a pas trop marqué, je me souviens juste de ces vieilles musiques et d'airs au violon notamment, qui donnaient un petit côté féerie désenchanté, que je trouve parfaitement réussi pour le coup. Mais encore une fois, le film se marie bien, la musique se marie bien au film, et je m'en souviens pas, et c'est plutôt une qualité, je trouve, dans ce film-là, notamment quand on veut laisser la place au spectateur. L'acting, oui, il faut quand même que je le dise, hein, le film est vampirisé littéralement par Joaquin Phoenix. On a un casting qui est tout à fait intéressant, hein, avec Robert De Niro entre autres dans un rôle qui est pas mal du tout aussi, où il est bon, je trouve, vraiment intéressant. Mais globalement, le casting est littéralement écrasé par le fait qu'on suive Joaquin Phoenix, 90%. Tous les autres acteurs font le taf, il n'y a vraiment pas de souci. Nonobstant, on est quand même dans un acteur qui bouffe littéralement l'écran et qui est suivi à 100%. Alors, d'un côté, c'est logique en termes d'écriture du film, de l'autre, je le dis quand même, il y a toujours un petit côté égo-trip. Il faut quand même avoir envie de voir sa tronche pendant 2 heures à l'écran. Hein. Le film dure 2h20, 2h02. Voilà, quoi, il y a un beau casting autour de lui, mais clairement, j'aime beaucoup ce que propose par exemple Frances Conroy, qui est une actrice récurrente de la série American Horror Story, dont j'apprécie beaucoup les performances, notamment dans la série, qui arrive à donner du corps à des personnages incroyables avec des costumes et des perruques et des trucs, enfin, elle a des dégaines incroyables. Je trouve qu'à chaque fois, elle arrive à donner beaucoup de caractère et de personnalité. Elle a vraiment une capacité de jeu qui est assez impressionnante. Et là, elle joue la mère d'Arthur Fleck. Je trouve qu'elle fonctionne très bien, qu'elle a cette douceur de la mère fatiguée, tout ça qui fonctionne bien, avec un bon vieux twist dedans, mais je ne veux pas spoiler. Je trouve aussi que Zazie Beetz, qui jouait le rôle de Domino dans le dernier Deadpool notamment, elle est très bien aussi dans le rôle de cette voisine qui entame une sorte de relation étrange avec Arthur, que je trouve pour le coup très intéressante aussi. Enfin voilà, je trouve que les gens jouent bien leur rôle. Brett Cullen dans le rôle de Thomas Wayne, il fait le taf, il n'est pas extraordinaire, mais il est bien. On a de nouveau Shea Wiggum, mon copain, qui joue toujours un flic. C'est-à-dire que il n'était pas alcoolique dans celui-là, visiblement,
mais il joue tout le temps un flic, et la plupart du temps, c'est des flics alcooliques. Non, mais là, ça devient une caricature, quoi. C'est dommage, hein, parce qu'il a un super rôle basé là-dessus dans la série, notamment Boardwalk Empire, que je vous conseille encore une fois, qui est une excellente série, vraiment très très bonne du début à la fin. Tiens, produite et réalisée en partie par Martin Scorsese, mais vraiment excellente série, où Shea Whigham avait donc un rôle de nouveau de flic alcoolique, mais qui va plus loin que ça. Mais là, vraiment, ça fait... Je sais pas le nombre de films où je l'ai vu où il a ce rôle, ça devient ridicule, bon, peu importe. Franchement, ça devient une caricature. Il devrait arrêter de... C'est comme à l'époque, on rigolait beaucoup avec ma compagne sur le fait qu'on a besoin d'un flic corrompu et alcoolique. Au pif, hein, on va prendre Ray Liotta. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de cliché là, ça devient terrible. Faut pas faire le même rôle tout le temps comme ça. Au bout d'un moment, c'est malsain. Bref, ça peut vraiment rendre les films caricaturaux, peu importe. Mais je trouve que le casting fait bien le taf. Mais c'est clair et net, le film est écrasé par Joaquin Phoenix. Et tant mieux, parce qu'il est très bon. Alors, je vais tout de suite mettre une nuance, c'est à double tranchant. Le personnage est ce qu'il est, et il évolue peu finalement dans le film. Donc la sensation de il y a vraiment une sensation de répétition. Ça c'est clair, on le revoit faire les mêmes choses tout au long du film. Mais je trouve qu'il y a aussi une sensation de proximité forte. On partage vraiment un malaise, une tristesse pour lui, c'est vraiment un beau héros dramatique en tout cas. Et l'évolution subtile qu'il a dans le film, je trouve que c'est la meilleure chose du film. Si, il y a une évolution et elle est très subtile. Et ça, pour moi, c'est une vraie qualité. Je trouve que les éléments qui lui arrivent et qui provoquent cette évolution ne sont pas forcément subtils, ils sont même carrément caricaturaux par moments, mais je reviendrai dessus après dans la critique du scénario. Mais, en même temps, on a vraiment, je trouve, lui, on voit d'où il vient et où il arrive, et c'est cohérent, et c'est assez subtil. C'est pas une révolution pour le personnage en soi, parce que je pense qu'il était déjà ça avant, et je reviendrai là-dessus après, mais grosso modo, je trouve qu'il y a une vraie subtilité dans la manière dont Arthur se développe et devient, grosso modo, Joker. Et ça, je trouve que c'est une vraie qualité du film, une vraie qualité de son écriture. Ils n'ont pas voulu lui faire un bon. Je critiquerai ça après, malgré tout, parce que je trouve que c'est aussi une de ses limites. Donc j'en arrive donc au scénario, parce que j'en ai déjà un peu parlé. Grosso modo, c'est une belle histoire d'un homme malade et seul. Le récit est prenant, je trouve. Il est intense, parce que le personnage principal est cassé et donc imprévisible, ce qui fait qu'on est constamment en mode quand est-ce qu'il va exploser, qu'est-ce qu'il va faire, quoi. Je trouve que le film porte très bien, et encore une fois, Joaquin Phoenix aide beaucoup à ça, à créer cette tension-là. Le film refuse les outils aussi dans ses qualités scénaristiques du film de super-héros, ce qui en fait un film vraiment dérangeant des habitudes actuelles. Il n'y a rien, grosso modo, du film de super-héros classique. Il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a pas de héros ou de anti-héros, il n'y a pas de scène d'action épique, il n'y a pas de musique qui incarne un personnage, il n'y a pas tous les effets de Mickey Mousing dans la musique. Le Mickey Mousing, pour la petite parenthèse, c'est le principe de créer des thèmes par personnage ou de créer des thèmes par lieu. Vous voyez, extrêmement codifié. C'est le thème du Rohan dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, c'est même pas un thème d'un personnage, c'est un thème d'un lieu. Ça s'appelle le Mickey Mousing. Le plus classique, c'est d'avoir des thèmes qui sont liés au personnage. Hein. C'est le thème de Superman. Vous voyez le délire? Ah non, j'ai le thème de Captain America en tête. Excusez-moi. Mais le thème de Superman. Je m'en souviens plus bien. Je les ai mélangés. Bref, peu importe. Mais tout ça pour dire, c'est ça le principe du Mickey Mousing. Et ben, le film l'évite complètement. Et je trouve que encore une fois, ça lui donne beaucoup de caractère. Le fait de refuser tous les archétypes du film de super-héros donne énormément de singularité à ce film. On n'a jamais vu un Joker comme ça. Jamais. Et ça me permet de faire tout de suite une parenthèse sur le Joker de Heath Ledger. Comprenons-nous bien. Je sais qu'on pourrait s'imaginer que le personnage de Joker de Joaquin Phoenix, et là désolé, je vais commencer à spoiler quand même bien, et devient un symbole de rébellion et d'anarchie, en quelque sorte. Alors non, pas d'anarchie, je vais critiquer ça après en long, en large, en travers, donc on y reviendra. Je vais vraiment faire toute une partie sur le fond du film. Mais grosso modo, il devient un symbole comme ça d'anarchie, et donc on pourrait imaginer que le Joker de Heath Ledger en serait le prolongement, ou plus simplement un homme très inspiré par ce qu'aurait fait le Joker de Joaquin Phoenix. Le problème, c'est que le film en fait vraiment un symbole de la lutte des pauvres contre les riches, et c'est clairement pas ce qu'est le Joker de Heath Ledger. Le Joker de Heath Ledger est un criminel dans sa forme la plus, on va dire, la plus épurée.
Il ment tout le temps, absolument tout le temps. D'ailleurs, j'avais mis du temps à comprendre qu'il manquait tout le temps dans le film. J'avais tellement pas l'habitude quand j'ai vu The Dark Knight que j'avais même pas pigé qu'à un moment clé du film, il mentait, alors qu'en fait, il ment. C'est la meilleure explication. Et moi, j'étais parti sur le truc que Batman avait fait un choix, blablabla. Enfin, j'avais vraiment alambiqué l'histoire, alors que non, le Joker de Heath Ledger ment absolument tout le temps. Ce qui en fait déjà une très grosse différence par rapport au Joker de Joaquin Phoenix, qui lui est dans une revendication d'abord personnel, mais qui devient, à cause du film, social et politique. Alors que le Joker de Heath Ledger ne revendique rien d'autre que de faire les choses telles qu'il les kiffe lui, c'est tout. Et si ça fout la merde et l'anarchie et tout ça, c'est encore mieux parce qu'il peut faire encore plus ce qu'il kiffe. C'est ça son personnage. Son but c'est de kiffer. Et il se trouve qu'il aime kiffer en tuant et machin, tout ça, mais ça va au-delà de ça. C'est vraiment, prends ton pied, de toute façon on est tous tout seuls, ça sert à rien de vouloir se faire croire qu'on s'aime les uns les autres. Alors dans le film de dans The Dark Knight, il y a une séquence qui est un revirement de ça, qui est un peu caricatural, mais dans l'idée, ça s'oppose clairement au fait que le Joker est non pas comme il le dit, un vecteur d'anarchie, mais un vecteur d'individualisme fort. Je sais que le film avait été critiqué beaucoup à l'époque en disant que c'était une caricature de l'anarchie et de tous les mouvements sociaux, en quelque sorte. Je trouve que non seulement c'était pas vrai sur le Joker de Heath Ledger, mais par contre c'est très très vrai sur le Joker de Joaquin Phoenix, et je reviendrai là-dessus après. Donc pour moi, j'ai lu ça un peu, j'ai entendu ça un peu à gauche à droite, je pense que c'est faux, et je pense que c'est vraiment ce qui va différencier très fortement ce Joker-là du Joker de Heath Ledger. Et je vais être encore plus cache-pistache, je pense que ce Joker-là serait beaucoup plus une influence pour le Joker de Jared Leto. Mais j'y reviendrai après. Posez vos flingues, on va y revenir au moment venu. Donc bref, un des côtés cool de ce Joker, c'est que vraiment, on n'a jamais vu un Joker comme ça. Et ça fait plaisir, on a rarement un film aussi populaire, qui va avoir une aura aussi populaire, qui aura suivi un fou, quelqu'un avec un symptôme visible, mais considéré comme non handicapant, de si près. C'est rare qu'on ait vu un film filmer un handicap léger d'aussi près. La réalité des personnes légèrement handicapées, qui doivent s'insérer, mais sont discriminées parce qu'ils sont différents, là-dessus, le film est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de très belles scènes du film qui viennent de là, qui moi m'ont vraiment beaucoup ému, qui m'ont beaucoup touché. Je vous renvoie aux différentes scènes où il a ce rire, le rire du Joker est donc un rire incoercible. Il a donc cette maladie qu'à chaque fois qu'il a un énorme stress, il ne peut pas s'empêcher de rire. Alors pour la petite parenthèse, dans le film c'est très spectaculaire, il est vraiment très gêné, son rire est absolument incoercible, donc on comprend qu'il a une névrose profonde, mais vous regardez autour de vous, il y a des tas de gens qui ont un rire nerveux constant. C'est du même ordre, j'insiste sur le fait que c'est juste une névrose un peu plus profonde, on est dans un palier plus profond de cette névrose-là, mais des gens autour de vous qui ont un rire nerveux, vous allez voir, il y en a un paquet. C'est même impressionnant le nombre de gens qui l'ont. Bref, et j'aime beaucoup l'idée que le film suive ça, il y a beaucoup de séquences du film sur ce rire nerveux qui lui pourrissent la vie, qui sont vraiment un... C'est très beau parce qu'il y a plein de moments où il veut juste être gentil, ça lui pourrit la vie. Il veut s'affirmer artistiquement, ça lui pourrit la vie. Il veut s'affirmer intimement face à quelqu'un qu'il considère comme son parent proche, et ça lui pourrit la vie de nouveau. Enfin, c'est terrible l'incompréhension dont il est victime, quoi. C'est vraiment très très fort dans le film. Ça pour moi, c'est les passages les plus beaux, les plus touchants. Ça s'ajoute à certaines lignes de dialogue que j'ai trouvées absolument brillantes. Et là, je vais spoiler, excusez-moi, donc j'espère que vous l'avez vu. J'aime beaucoup la phrase, je l'ai vu évidemment en version originale, où je dis évidemment parce qu'il était tout simplement pas en version française là où je suis allé, mais j'aurais préféré le voir en version originale de toute façon pour apprécier la performance de Joaquin Phoenix. C'est la fameuse phrase, et si ma vie avait plus de sens si j'étais mort, en transformant le mot sang en sense. C'est magnifique. C'est une très très belle phrase. Autant elle est stupide à cause du retournement de fond du film, et je vais m'attaquer à ça après, mais dans la vie de ce mec, qui est dans la grande pauvreté, qui souffre énormément de ça avec sa mère et tout, qu'est-ce que c'est beau. Ou alors j'aime beaucoup l'autre phrase où il dit le truc quand on est malade mental, c'est que les gens voudraient qu'on agisse comme si ce n'était pas le cas. Mais c'est tellement ça. Je sais que c'est pas une phrase géniale en soi, c'est juste que dans le contexte du film, mais qu'est-ce que c'est juste. Je suis dans un contexte de travail où je suis souvent confronté à des gens en difficulté mentale ou physique, ainsi de suite. Je vous passe les détails de mon travail. Hashtag c'est ma vie, hashtag non, ça ne vous regarde pas, hein. Non, mais je veux dire, je suis souvent confronté à du grand public, donc,
Et il y a des handicaps très légers auxquels j'ai été sensibilisé pour différentes raisons, et qui, pour le coup, je constate souvent avec mes collègues, avec les autres visiteurs, que les gens sont très violents, quoi. Ils ont vraiment aucune patience par rapport à ces handicaps-là. Et ce qui est terrible, c'est que on sensibilise pas les gens à ça, ou alors très mal. Et il y a du coup une énorme... Je crois que c'est les gens qui... Pour moi, c'est les gens qui ont... Les handicaps légers, c'est les gens qui encaissent la violence la plus terrible socialement. Et là-dessus, je trouve Joker hyper intéressant. Malheureusement, ce n'est pas qu'un handicap léger qu'il a. Il est clairement névropathe, il a vraiment des soucis, et ça va me permettre de m'attaquer au fond du film. Mais j'insiste, ces quelques passes de dialogue, ces différentes petites phrases, sont des perles d'idées, je trouve, dans un film aussi populaire. Ça fait du bien d'entendre ça dans un film aussi populaire. Ça fait du bien de dire qu'un film qui aborde la question, au moins indirectement, du handicap léger, a une telle aura auprès du public. Et ça m'apporte à croire que les handicaps légers sont de plus en plus répandus, et qu'on est de plus en plus sensibilisé, et qu'il est temps qu'on s'y attaque. C'est mon petit côté politique, mais vraiment, pour le coup, je trouve que les gens qui ont des handicaps légers, on leur demande de s'insérer, et exactement comme dit la phrase de Joker, de faire semblant qu'ils n'ont rien, alors qu'en fait, ce sera à nous de nous adapter au fait qu'ils ont quelque chose, à nous qui n'en avons pas. Bref, je ferme la parenthèse, on arrête le côté hashtag Politica de franc, pour s'attaquer au fond du message du film, qui est pour moi le problème numéro 1 de Joker. C'est le nerf de ma critique. Alors, pour moi, le film rate son message ou est naïf. Et là, je vais commencer à spoiler salement, désolé, hein, je vous ai prévenu plusieurs fois. Donc, le film commence en nous disant que Arthur est fou. C'est dit dès le début du film. Il a été interné, c'est quand il voit sa fameuse psy. Il a été interné, mais le message politique du film voudrait que Arthur soit un symbole du pauvre maltraité par les riches qui se rebelle. Dans l'idée, pourquoi pas. Mais déjà, premier problème, c'est que le film insiste sur un point qui est terrible, c'est que les pauvres sont stupides. On a ce fameux panneau « mort aux riches » qui... Enfin, je veux dire... C'est un slogan naïf, voire insultant. Prendre le slogan le plus bête des manifs populaires et en faire un symbole, c'est vraiment une erreur. C'est une erreur d'écriture, c'est une naïveté d'écriture qui est terrible. Pour moi, regardez les mouvements populaires, et je vous dis, ne les regardez pas par l'œil de BFM TV. Regardez-les sur les réseaux sociaux, regardez un peu des personnes qui font vraiment un travail contrasté. Il y a des youtubeurs qui font un travail journalistique là-dessus qui est très intéressant, qui sont dans des pans politiques différents, déjà qu'ils assument, qu'ils soient à gauche ou à droite, mais surtout, on a vu des discours très différents. Je suis désolé, sur les ronds-points des Gilets jaunes, on n'avait pas des gens avec des panneaux morts aux riches, c'était pas ça l'enjeu. Hein. C'était au contraire, venez dialoguer avec nous, ce qui était déjà extraordinaire pour le truc, vraiment c'est assez exceptionnel. Rares sont les mouvements populaires, on a autant vu un désir de dialogue, et ensuite les gens se défendaient avec des critiques de fond et des analyses politiques très poussées. Ils n'étaient pas du tout dans une destruction stupide de la société, avec un côté mort aux riches à 2 francs. Donc le point de vue déjà de base du film de Todd Phillips est caricatural, naïf, voire clairement stupide et insultant. Et ça s'ajoute un autre truc, c'est que même si on prend Arthur Fleck comme symbole de l'homme maltraité par la société, c'est juste faux. Arthur, il est fou. Arthur Fleck est fou dès le début. Certes, il n'est pas méchant, quoique, parce qu'il est sous médoc déjà, dès le début. Il est suivi, il est sous médoc, il a déjà été interné, et il a des pertes de mémoire, le gars. Donc, il se souvient pas pourquoi il a été interné précisément, ou alors il veut pas en parler, mais en tout cas, la suite du film nous porte à croire que quand il prend plus ses médocs, il a carrément des alus, le type. Donc, il est dangereux. Là, on n'est pas du tout dans le cas du handicap, c'est pour ça que j'ai parlé du handicap léger avant, et le film, à cet endroit-là, aurait été génialissime si ça avait été juste un handicap léger. Mais non, il est fou. Il a été interné, il est sous médoc, et quand il a plus ses médocs, il a des hallucinations, le gars. Il s'imagine des trucs avec sa voisine. Il s'imagine tellement des trucs avec sa voisine qu'il doit se rendre. C'est elle qui doit lui dire « Non, mais tu planes complètement, mon vieux. » Donc c'est pour vous dire, le gars prend son pied, et ça rajoute encore une couche, à partir du moment où il est violent et tue des gens, il prend son pied, c'est-à-dire qu'il est vraiment « Ah, c'est moi, je me sens plus fidèle à moi-même. » Ah bon? Mais là, pour moi, le film se prend les pieds dans le tapis violemment. D'un côté, il veut te faire croire que c'est un type qui... La société lui a fait tellement mal qu'à un moment donné, il est obligé de rendre les coups et de devenir violent, ce qui serait hyper intéressant, et il y a de très bons films là-dessus d'ailleurs.
Pour la petite parenthèse, si vous avez jamais vu Chute libre avec Michael Douglas, bah, c'est pas mal du tout, ça a plutôt mal vieilli, mais sur le discours de fond, c'est beaucoup plus cohérent que Joker. Dans le mec normal qui pète les plombs et qui va de plus en plus loin dans la violence et tout, bah, c'est un film beaucoup plus intéressant. Et, je sais pas, un après-midi de chien avec, je crois que c'est Sidney Lumet, je crois, non, c'est Sam Peckinpah, je sais plus. Bon, bah, un après-midi de chien avec Pacino, par exemple. Là, vous allez voir ce que c'est qu'un mec qui pète les plombs parce que la société lui fait violence. Et il est pas fou du tout à la base, au contraire. Vous comprenez le délire? Si ça avait été une maladie mentale légère, j'aurais rien dit, j'aurais trouvé le film, j'aurais taxé le film de chef-d'œuvre, probablement. Mais le fait est qu'il est fou. Même en prenant le fait que la violence subie, que Joker subit, ensuite il la rend, le message quand même du film est incohérent parce que Fleck est fou dès le début, potentiellement violent déjà avant. Donc le film c'est plus l'histoire c'est plus l'histoire, excusez-moi, d'un fou qui est censé médoc que d'un homme blessé par la société qui se venge. Oui, il est blessé par la société, il se venge, mais la société avait raison de le mettre sous médicaments et de le suivre. Alors vous allez me dire, bah oui, mais c'est la société qui choisit de plus donner de thunes pour le suivi des psychologues et des personnes folles, et son psy lui dit, la société en a rien à foutre de toi. D'accord, mais même sa psy, elle se gourre, c'est une très mauvaise psy. Elle devrait lui donner le conseil d'aller voir d'autres psys, elle devrait trouver une autre solution, elle devrait lui dire, vous ne devez pas, sous aucun prétexte, vous devez arrêter vos médicaments. Elle le suit depuis des années, donc elle voit pas qu'il est très violent. Enfin, je veux dire, elle est très mauvaise comme psy. Donc ce que j'essaie de dire par là, c'est que le film est bancal, le message du film est bancal. Et c'est dommage parce que si le film se contentait d'une histoire entre guillemets d'un fou léger qui est ostracisé parce qu'il est fou et qui ne peut s'exprimer que par la violence, ça aurait été beaucoup plus juste et fort. En l'état, le discours politique du film, je trouve, il est déplacé, il est forcé dans la narration. Quand je dis que le discours est forcé dans la narration, il y a vraiment des grosses ficelles. Et là, je suis désolé, pour moi, c'est plus des ficelles de lourdeur de scénario. Le film commence avec des messages... D'ailleurs, c'est le début du film, hein, donc c'est vraiment... Le film veut vraiment te donner un message politique. Je suis désolé, mais le fait de commencer, non pas sur Arthur directement, mais de commencer avec des messages radio qui vous disent la ville de Gotham est malade, blablabla, les déchets sont dans la rue, blablabla, bah vous faites tout de suite un commentaire politique, vous n'êtes pas du tout en train de faire un film sur un gars. Et c'est bien là que Todd Phillips me pose problème. Mais je continue, je veux juste être clair, le discours politique, quand je dis qu'il est déplacé et forcé, c'est ça, le film commence par te dire Gotham est une ville malade, et du coup ça justifie toutes les violences du film. Absolument toutes. Tout le monde est violent, aussi bien les pauvres que les riches, il se fait tabasser, enfin je veux dire, c'est un peu facile en termes de scénario et de fond. Hein. Arthur est systématiquement confronté à de la violence, ou au mieux à de l'indifférence, même avec sa psy. Comme je vous dis, sa propre psy est indifférente à ce qu'il dit. Donc tu dis, ok, imaginons que ça soit le cas. Mais moi qui ai vu des psys dans ma vie, je peux vous dire qu'ils sont impliqués, quoi. Il y en a peut-être des psys qui sont comme ça, hein, mais je veux dire, c'est quand même pas de bol de se faire violenter par tout le monde. Je veux dire, même à un moment donné dans le film, quand je dis que le film force le trait, c'est cette séquence qui est dans la bande-annonce. Arthur est dans un bus, il y a un enfant qui se tourne vers lui qui a l'air un peu triste, il fait des grimaces pour le faire rigoler, le gamin rit. La mère se retourne, ne pas en lui disant « Écoutez, laissez mon gamin tranquille », parce qu'elle le trouve cringe, ce qui aurait été, pour le coup, plutôt juste. Parce qu'il est cringe, hein, faut être clair. Hein. Non, elle se retourne en disant « Vous laissez mon fils tranquille, hein, vous arrêtez d'être violent, là, d'être méchant, bande de salauds, hein. Oh, vous lui avez parlé, vous l'avez fait rigoler, vous prenez pour qui ?» J'ai une gamine. On croise quelqu'un qui l'a fait rire, je dis merci à la personne. Hein. Enfin, c'est comme... Et c'est un des trucs qui est très énervant dans le film. Sous prétexte que la ville est malade, tout le monde est hyper agressif. Je suis d'accord, je vis moi-même dans une grande ville, à l'heure de pointe dans le tram, ouais, bon, les gens sont pas contents dans le métro, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les gens sont plutôt violents. Il y a une certaine forme de ras-le-bol. Mais même dans ce contexte-là, j'ai vu des gens rigoler, faire rire un enfant et ça fait rire tout le monde. Il y a l'inverse, hein, l'enfant qui pleure et qui hurle et qui rend tout le monde, qui énerve tout le monde et qui fait monter la tension. Bien sûr qu'il y a l'inverse aussi. Mais il y a aussi le pendant. Et là, je trouve que dire Gotham est une ville malade et donc tout va mal, c'est tellement caricatural. Et c'est sous-estimer le potentiel des gens à rire et à sourire de leur situation. Alors je comprends le principe. Le film dit, c'est un film qui suit un fou et donc le point de vue du film va être malade. Mais alors dans ce cas-là, c'est le point de vue d'Arthur. Et n'essaie pas de faire un commentaire politique dessus parce que mon vieux Todd, tu dis n'importe quoi et tu sais pas ce que tu racontes. Ou alors tout simplement tu manques de nuances. Ça se rajoute au fait que
Arthur, autre point forcé, politique qui est forcé, est agressé 2 fois dans le film. Non seulement les agressions sont similaires, c'est-à-dire il se fait taper, il est par terre, on le roue de coups. Petite parenthèse, je me suis moi-même fait agresser dans la rue, plusieurs fois. Et je peux vous dire qu'on m'a jamais roué par terre. Je suis tombé des fois, on aurait pu me défoncer la gueule et on l'a pas fait. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est rare, hein, les gens qui vous roulent la gueule par terre. Et quand ils le font, c'est qu'ils veulent vous voler quelque chose. Or, dans le film, on lui vole rien. On le tape parce qu'on a envie de le taper. C'est un fou, faut le taper. Je veux dire, zut, quoi. Bon, on est sur YouTube, on peut se lâcher, merde. C'est un truc de fou. C'est quand même grossier, quoi. Alors, au départ, c'est des Kaira, ensuite, c'est des gosses de riches, ou des cadres d'entreprises riches qui ont l'air d'être bourrés, mais... Sérieusement, lui, on va le taper à chaque fois, le clown. Vous voyez ce que j'essaie de pointer? Le film est lourd. Quand il essaie de tirer le film vers le bas, il n'arrive jamais à le faire avec nuance. C'est assez dingue. Et du coup, le troisième point politique forcé, c'est ces fameux émeutiers qui le prennent pour symbole. Les émeutiers qui prennent forcément pour symbole un fou, et qui mettent des masques de fous. Je vous renvoie encore une fois aux Gilets jaunes, bordel. Ou à toutes les manifs de ces 15 dernières années en France, on n'a jamais vu des gens pauvres manifester, se caricaturer eux-mêmes en se mettant des masques de fous. Enfin, même quand on a eu des discours hyper violents, je vais donner un exemple tout bête. Sarkozy a dit des gens, les Kaira, on va les nettoyer au Karcher. On a vu des Kaira, entre guillemets, sur les Champs-Élysées, mais les gens n'ont pas commencé à se mettre des casquettes et des bananes pour ressembler aux Kaira et dire « Ah, vous avez vu, vous nous avez traités de Kaira, on est tous des Kaira. » C'est naze. Je comprends le symbole, mais c'est stupide en termes d'écriture. Encore une fois, il n'y avait aucun gilet jaune sur les ronds-points qui avait l'air complètement fou et qui vous disait « mort aux riches ». Et s'ils le disaient, ils savaient eux-mêmes que c'était ridicule et ils en rigolaient. C'est une vision du mouvement social qui est caricaturale, stupide et insultante. Hashtag BFM TV, quoi. Et LCI, d'ailleurs, vous pouvez mettre toutes les chaînes d'information télé dedans, malheureusement. Bref, tout ça pour dire... C'est vraiment mal foutu. À moins que le film soit de droite. Oui, à moins que le film soit de droite. C'est-à-dire que seul un fou peut devenir le symbole de révolte populaire. Ça veut dire qu'on est dans une société malade, et donc que l'establishment a raison de réprimer et d'ostraciser. Parce que chez les pauvres, il y a trop de fous, trop de malades, et quand on leur donne pas leurs médicaments et qu'ils vont pas chez leur psy, ils font n'importe quoi. Si le film dit ça, si on veut prendre le film dans ce sens-là, ce que je pourrais comprendre, bah là d'accord, le discours de Todd Phillips c'est clair. Les pauvres sont stupides, ils prennent n'importe qui comme symbole, et quand la situation se détériore, ils deviennent tous violents et stupides, donc là encore une fois, l'establishment a raison. Thomas Wayne dans le film a raison, il faut pas jouer les clowns, il faut être sérieux, il faut travailler, les vrais gens qui peuvent régler la situation, ce sont les politiciens, on voit bien que les fous, quand on les invite sur les plateaux télé, ils tuent des gens, vous voyez ce que je veux dire? C'est... D'accord. Mais encore une fois, je trouve que même là, Todd Phillips tient pas assez son film. À cause de la fin du film et du personnage, de la fin du personnage. J'arrive pas à croire à cette version de droite, parce que le Joker devient dans ses gestes et ses mots, même s'il s'en défend, même si lui il veut pas l'être, un symbole d'une révolte populaire des pauvres contre les riches. Et il finit à l'asile, en devenant ce qu'il est, c'est-à-dire un assassin psychopathe et sadique. C'est-à-dire que le symbole social numéro 1 des gens, c'est un assassin psychopathe et sadique. Peu importe qu'il ait dit à un moment donné quelque chose d'intelligent. C'est la même chose, le même glissement qu'on a vu à l'époque avec le symbole de Charles Manson qui était devenu à un moment donné un symbole de révolte. Mais encore une fois, c'était pas devenu un symbole de révolte populaire comme Che Guevara. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, Todd Phillips, il crée un truc qui n'existe pas, qui est juste et qui a jamais existé. Même quand les médias ont voulu nous faire passer des vessies pour des lanternes, les gens n'ont pas pris Jacques Messrine pour un symbole social. Messrine aurait voulu l'être, enfin ça se dit Mérine, excusez-moi. Mérine aurait voulu l'être lui-même, mais ça n'a pas fonctionné. Les gens se sont quand même rendus compte que c'était un type qui avait tué des gens et qu'il était très dangereux. Alors oui, il y a une part de nuance, il a été en quartier de haute sécurité, c'était inhumain ce genre de prison, heureusement on n'en a plus en France, mais, alors j'espère, même si les prisons normales sont devenues inhumaines aussi, bon, peu importe, c'est un autre sujet, hashtag arrêtons de dériver, là, cette critique est déjà beaucoup trop longue, mais en soi, ça n'est jamais arrivé. Je sais que le cinéma peut se permettre d'inventer des choses et de devancer des idées, mais là il devance rien, il est rétrograde. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'est jamais arrivé que des mouvements populaires prennent un gars et disent voilà, c'est notre symbole, il est formidable. Oui, il y a des gens qui sont rentrés dans des sectes avec des gourous, vous voyez la nuance?
Ils ont servi 7 personnes, ils l'ont pas pris comme symbole. C'est important d'avoir conscience qu'il y a un moment donné, les éléments historiques, sociologiques, même artistiques te contredisent. Et là, sur le fond, le film est vraiment stupide. C'est vraiment un gros problème, hein. Parce qu'en plus, ça fout le film complètement en l'air, je trouve, d'une certaine manière. Ça le rend complètement bancal, voire ça le retourne complètement, je trouve. Le ton dramatique du film, du coup, est déplacé. Le Joker est plus un héros dramatique s'il est fou. C'est plus un héros dramatique du soulèvement des sans-dents, en quelque sorte. C'est un fou qui est devenu fou pour de bonnes raisons et qui l'admet enfin en devenant fou, en fou homicide. Il est devenu fou parce qu'il a été maltraité quand il était gosse. Voilà. Il est devenu fou parce que sa mère était complètement folle et qu'elle l'a fait vivre dans un coton qui lui ressemblait pas. Il est devenu fou parce que on le suivait pendant un moment en sachant qu'il était fou, il était sous médicaments, et à partir du moment où on l'a plus suivi, qu'il était plus sous médicaments, il est devenu très dangereux, très violent comme prévu. Et la société est dure pour tout le monde, mais c'est pas pour autant qu'on va commencer à tuer nos voisins ou nos collègues de travail parce qu'ils sont mesquins avec nous. La mesquinerie au travail, ça arrive tous les jours, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ce glissement n'est plus juste à partir du moment où il est fou complètement. C'est encore plus raté comme démonstration. Et en plus, les deux axes cohabitent mal. C'est-à-dire cette idée de vouloir en faire un héros social en même temps en disant il est fou, il a de bonnes raisons de l'être devenu, il a même des raisons cliniques de l'être devenu, pour moi ça cohabite mal, parce que notamment, c'est l'histoire avec notamment le personnage de Zazie Beetz. Oui, c'est ça son nom, je sais plus le nom de l'actrice, je le disais juste avant, mais... Oui, c'est Zazie Beetz. Zazie Beetz, pardon. Zazie Beetz, parce que le film nous prive de dialogue important. Oui, ça aussi, c'est des choix de mise en scène. Là, pour moi, c'est les plus grosses lourdeurs de mise en scène, elles sont là. C'est le fameux moment où Arthur commence donc à prendre son courage à deux mains de manière assez, comment dire, forte, enfin, carrément l'avoir chez elle, alors qu'au départ, il lui a fait vraiment peur, hein, il était vraiment... Enfin, on se dit... En fait, c'est simple. Là, je suis obligé de spoiler à mort. Le film se déroule comme ça. Ils se croisent dans l'ascenseur, elle lui fait un geste de... Sa gamine est chiante, donc elle lui dit qu'elle a envie de se flinguer, elle lui fait le geste, et lui fait le geste dans le couloir de manière très awkward, ce qui pointe deux choses clairement. Un, il a envie de se flinguer, et du coup il est super malsain. Deux, il le fait face à elle, donc il se rend même pas compte qu'il est super cringe. Donc voilà. Donc si on avait besoin de savoir qu'il était fou, qu'il avait un handicap léger qui commence quand même à sérieusement être fort et lourd, bah là on le sait. Et ensuite, plus tard dans le film, elle vient le voir, en toquant à sa porte, et là, moi, je trouvais ça intéressant. Je me disais, ah, mais en fait, elle aime bien les mecs un peu cringe, un peu bizarres. C'est intéressant de la voir, du coup, elle, comme une sorte de je caricature, mais de Harley bis, vous voyez ce que je veux dire? De Harley Quinn, donc quelqu'un qui voit dans sa folie un miroir. Enfin, moi, je trouvais le truc, pour le coup, assez marrant. Et en fait, j'étais un peu frustré parce que le film évitait clairement leur dialogue et leur moment ensemble. C'est-à-dire que, très souvent dans le film, on avait... des dialogues entre eux, qui étaient couverts par de la musique. Ça fait à partir du moment où elle revient le voir, les fois suivantes où ils sont ensemble, ça se passe tout simplement, t'as Arthur qui fait donc du stand-up, ça se passe pas très bien, c'est même assez cringe, et à un moment donné, il commence à faire rire les gens, et à ce moment-là, il y a une musique qui se met en place, elle est dans le public, elle l'encourage, et on comprend qu'après ils vont manger ensemble, machin, ça se passe très bien, ils échangent plein de moments complices, ils s'embrassent et tout, bon, tu dis, bah ok, ça lui plaît, et il est drôle. Et le problème, c'est que moi, j'étais embêté à deux niveaux. Le premier, c'est que il avait l'air de devenir drôle après, et j'avais envie d'entendre les blagues. Et certaines blagues, certains jeux de mots qui étaient écrits étaient tellement beaux et touchants que je me disais, mais il peut être drôle ce mec, je peux l'envisager. Donc le fait qu'on le voit avoir du succès, mais qu'on n'entende pas les blagues, bah ça me frustrait. Je me disais pas, il hallucine ou c'est pas vrai. Je me disais, c'est dommage, j'aimerais entendre. Et le fait qu'il dialogue avec elle ensuite, et que ce fameux moment de séduction, ce fameux moment où on sait que l'autre nous plaît, malgré ses défauts, ses qualités et tout, ce truc qu'on aurait dû traverser avec lui, on le voit pas, c'est-à-dire on le voit, mais il y a la musique dessus, on n'entend pas ce qu'ils se disent. Et non seulement ça évente le fait que c'est une hallucination, mais surtout, ça nous empêche de vivre vraiment de vivre sa détérioration mentale. C'est beaucoup moins fort, du coup. C'est surprenant de se dire, ah oui, en fait, il avait imaginé tout ce qui s'était passé entre eux, mais surtout, c'est beaucoup moins fort émotionnellement. Et ça, pour moi, c'est des grosses lourdeurs qui enlèvent le côté hérodramatique pour clairement mettre en avant la folie, point barre, du personnage. C'est vraiment un mauvais choix. Et ça s'ajoute aussi à toute l'histoire autour de la famille Wayne, qui est pour le coup intéressante. Mais je trouve que la présence de Bruce Wayne, donc du futur Batman, est artificielle. C'est comme si le film disait « Si, non, mais c'est un film sur le Joker, hein.
de Batman, si, on est dans la lignée, c'est le Batman de George Clooney, le Batman de Val Kilmer, le Batman de Michael Keaton, de Julien Lepers, enfin vous voyez, franchement je trouve que c'était pas nécessaire, c'était l'histoire de la détérioration de ce mec et le symbole qui va être pour Gotham, ou qu'il aurait pu être indirectement pour Bruce Wayne, on s'en fout. Après, l'histoire est intéressante avec sa mère qui est, grosso modo... moi, cette partie-là du scénario, c'est une partie qui m'a plutôt plu, avec le fait que sa mère soit dans un délire narcissique, et qu'elle, grosso modo, ait envie de s'imaginer dans une histoire d'amour avec Thomas Wayne, qui en plus est sous-entendu à la fin, puisqu'on voit une photo où... j'ai bien aimé cette nuance, où on voit clairement que Thomas Wayne a mis sur une photo de sa mère un message du genre « le plus beau sourire du monde », blablabla. Tu dis « Ah, en fait, il a flirté peut-être avec quelque chose de plus malsain qu'il n'y paraît ça. » Et moi, j'aime beaucoup ça, c'est une belle idée. Le problème, c'est que c'est complètement retourné par le fait qu'on s'attarde beaucoup trop sur la famille Wayne, je trouve, le fait qu'il aille devant Shane Wayne... je sais pas. Moi, ça m'a pas beaucoup parlé, cette séquence, je trouvais que ça avait pas sa place dans le film. Si on sait pas que Bruce Wayne est Batman plus tard, ça apporte pas grand-chose au film. Par contre, dans le rapport à Thomas Wayne, c'est très intéressant. Et la fameuse séquence dans les toilettes où il va le voir, où il a ce rire incoercible et que Thomas Wayne le frappe parce qu'il comprend pas la chose, ça aussi, je trouvais ça plutôt bien écrit. Mais encore une fois, c'est des éléments qui assistent sur le fait qu'il est fou. C'est pas un héros dramatique, il est fou. Vous voyez la nuance que j'essaie de dire? On peut avoir une légère folie et du coup subir de la violence sociale. Mais si on est fou dès le départ et qu'on est potentiellement violent, on a été interné et qu'on est sous castration chimique, je caricature à peine, hein, on est sous médicaments qui visiblement nous empêchent d'avoir des hallucinations et d'être complètement ouf, peu importe ce qu'on a subi avant, c'est triste qu'il ait été, c'est vraiment horrible que sa mère ait plané comme ça, qu'il ait été torturé quand il était gosse et tout, c'est très beau. Mais non seulement c'est un peu caricatural comme passé, mais surtout, enfin au cinéma, c'est vraiment le coup du... il est devenu fou parce qu'il a été maltraité quand il était gosse, bon. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout été maltraités quand ils étaient gosses, physiquement, et qui sont devenus des psychopathes extrêmement dangereux. Hein. Bref, vous savez, le cliché du « il a été violent donc il est violent ensuite », ça aussi, c'est pas forcément le discours le plus subtil qu'on puisse avoir sur un fou dangereux ou un fou homicide. Nonobstant, non, mais en parallèle, excusez-moi, les deux se marient mal. S'il est fou, il est fou, il est dangereux, c'est pas un héros dramatique, on avait raison de le maintenir sous contrôle, et la violence sociale qui le fait exploser, c'est la violence sociale que toi, moi, nous qui avons ou pas, ou qui avons ou n'avons pas des handicaps légers, nous arrivons à gérer. Vous voyez ce que je veux dire? De facto, ce n'est plus un héros dramatique. Et c'est là où on voit vraiment qu'il y a deux discours dans le film, et le discours politique de Todd Phillips a pris tellement de place qu'il a rendu le film stupide, qu'il a presque été une contradiction du film. Je devrais attaquer ma conclusion maintenant, parce que vous avez compris pourquoi je suis un peu énervé contre ce film, malgré toutes ses qualités, hein. Mais je vais faire une petite parenthèse sur Jared Leto. Alors, déjà, j'ai vu pas mal d'infos passer sur le fait, il y a une info qui fait le buzz, Jared Leto aurait essayé, par l'intermédiaire de sa boîte d'agents, l'association créative des artistes américains, et de son agent direct, de faire arrêter, voire bloquer le film Joker, qui allait se faire sans lui. Alors, la lecture, c'est souvent, c'est pas très gentil, on n'aurait pas vu un chef-d'œuvre si on a failli passer à côté d'un chef-d'œuvre à cause de lui, blablabla. Alors, oui, c'est vrai, c'est pas très cool. De l'autre, il faut bien comprendre que Jared Leto, c'est un acteur qui s'investit énormément dans ses personnages. Je vous renvoie à son personnage dans Mr. Nobody, je vous renvoie à son personnage dans, je sais pas, Dallas Buyers Club, ou même dans Lord of War, il est excellent dans le rôle du frère de Nicolas Cage. Il est dans le rôle de Vitaly, il est vraiment très très bon. C'est un acteur qui a souvent été très incarné dans ce personnage dans Requiem for a Dream, il est excellent. Faut dire, c'est vraiment un très très bon acteur, Jared Leto. Il n'a pas l'aura de Joaquin Phoenix et il n'a pas atteint la filmographie de Joaquin Phoenix, mais personnellement, je pense que s'il avait des films dédiés, c'est un mec qui pourrait tout à fait arriver à ce niveau de performance. C'est mon impression. Je suis d'accord, c'est subjectif, il faudrait que j'analyse plus en détail, parce que peut-être qu'il refait plusieurs fois le même type de rôle. Moi je pense pas, je trouve que notamment dans Dallas Buyers Club, il a fait quelque chose de très différent, il l'a très très bien fait. Bref, et quand on lui a proposé de faire le Joker de Suicide Squad, d'être un second rôle, il s'est quand même investi dedans, mais de manière très très personnelle, et ça se voit dans Suicide Squad. J'en reviendrai un peu après sur la comparaison entre le Joker de Jared Leto et celui de Joaquin Phoenix, et vous allez comprendre où je veux en venir. Mais là, je veux juste parler du contexte. C'est un acteur qui s'implique énormément, donc quand il entend parler d'un projet de film sur le personnage qu'il a lui-même beaucoup travaillé, et que ça se fait sans lui, je comprends qu'il ait la réaction de dire « Non mais attendez, fuck, je veux en être. Si vous le faites, je suis là. »
Alors on lui a dit non, t'es pas ce Joker-là, c'est pas ton projet, le réalisateur c'est pas de bosser avec toi, pour différentes raisons. Il s'est envoyé chier, donc il s'est défendu, il a essayé d'être dessus. C'est comme ça que de très bons films meurent, mais aussi de très bons films se font. C'est pas plus violent ou machiavélique que n'importe quel autre acteur d'Hollywood. Je vous renvoie à la guéguerre où enfin Sylvester Stallone et Schwarzenegger commencent à en parler et à l'assumer, mais pendant des années, pendant 10 ans, ils se sont fait une guerre sur tous les projets, ils s'achetaient des scénarios pour éviter que l'autre l'ait, enfin c'était une guéguerre de gosses, mais c'est classique à Hollywood. C'est aussi la possibilité pour un acteur de faire sa carrière, et quand on est très très doué, ou tout simplement qu'on a une certaine aura médiatique, on peut se permettre de se battre pour faire des projets qui nous plaisent plus et de moins faire des films de production. Et je peux vous dire qu'il y a plein d'acteurs qui font des films de production et qui en souffrent beaucoup, et qui font essentiellement ça. C'est vraiment pas facile de faire des films de production qui sont grosso modo faits pour vendre des tickets. Bref, donc quand on a la possibilité de pouvoir se battre pour faire des projets qui sont un peu plus personnels, eh ben on le fait, et ça je trouve que c'est défendable. Après, il y a de la mesquinerie peut-être, de la jalousie, tout ça, je veux bien l'entendre, c'est tout à fait possible. Mais je tiens quand même à pointer le fait que je peux comprendre que Jared Leto, qui s'est beaucoup investi encore une fois dans le personnage du Joker, ait eu envie d'aller au-delà de Suicide Squad. Et là, j'en arrive à la comparaison entre les deux personnages. Je trouve que c'est très intéressant de mettre en place les deux contextes. Suicide Squad arrive au moment où Batman vs Superman a beaucoup défrayé la chronique. Warner Bros, je vous renvoie à mes critiques de ces différents films, j'ai fait des critiques de ça pour expliquer que Warner Bros est une très mauvaise production pour la série Justice League et qu'ils ont fait beaucoup de mal, ils ont fait beaucoup plus de mal que de bien au film de la série. Et donc à chaque fois qu'un film marchait bien ou pas, ou critiquement ou pas, et ainsi de suite, au niveau critique et populaire, ils changeaient tout, ils changeaient leur fusil d'épaule. On voit les grandes différences, moins prononcées, mais quand même déjà bien présentes, entre entre Man of Steel et Batman vs Superman. Mais alors les différences à partir de Batman vs Superman, Suicide Squad, Wonder Woman qui est encore différent, Justice League qui est encore différent, Aquaman qui est encore différent, enfin voilà, c'est hallucinant, quoi. C'est vraiment une production qui pourrit systématiquement les projets, et on a eu de la chance d'avoir un Wonder Woman correct et un Aquaman qui arrive à surnager, parce que c'était vraiment pas gagné chez Warner Bros qu'un film comme Joker finisse par sortir. Et au final, c'est le film où ils ont le moins mis leurs mains dans le truc, en créant carrément une coproduction pour laisser, comme ça, si le film se cassait la gueule, ils encaissaient pas tout seuls. Donc là, vous voyez ce que je veux dire, ils encaissaient pas la chute tout seuls, donc ils ont carrément donner un budget qui était exprès pas le budget d'un blockbuster à Todd Phillips, et ils ont fait sortir le film en octobre, ce qui n'est pas le mois de sortie des blockbusters en général. Donc vous voyez le délire, quoi. C'est vraiment pas une bonne production. Au jour d'aujourd'hui, Warner Bros, il faut le dire, les producteurs exécutifs principaux sont des glands. Et donc, Suicide Squad est arrivé dans ce contexte où Batman vs Superman avait déplu. David Ayer est arrivé sur le projet très motivé, sortant du très bon Fury, que je vous conseille encore de voir, qui est vraiment un bon film. David Ayer qui est capable vraiment de faire de bons films. End of Watch aussi, c'est vraiment bien. C'est pas parfait, mais il y a vraiment de bonnes choses. Alors malheureusement, depuis Suicide Squad, il a fait Bright, qui est beaucoup plus bancal. Et du coup, ça a enfoncé encore de lui donner une réputation de mauvais réalisateur. Mais pour moi, c'est un réalisateur qui a vraiment du potentiel, et j'attends encore de voir ce qu'il va faire, notamment avec Bright 2, si j'ai bien compris, puisque c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est en pré-production dessus, Will Smith devrait avoir commencé le tournage, si j'ai bien compris maintenant. Bon, peu importe, tout ça pour dire, Suicide Squad arrive donc dans de mauvaises conditions de production. Une bande-annonce est commandée à une boîte de com, et cette bande-annonce fait une telle hype qu'en plein montage du film, la production n'est pas contente, le film ressemble pas assez à la bande-annonce, ils veulent absolument plaire aux fans, et du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils font faire deux montages. Je l'ai expliqué dans ma critique, notamment dans mes bonus de ma critique de Suicide Squad, je vous y renvoie si vous voulez tous les détails, et finalement le film qu'on a eu n'était même pas le film de David Ayer, c'était le film monté par la boîte de com. Donc ça pour dire que c'était un film particulièrement schizophrène, qui a été tourné par un réalisateur, qui a dû changer beaucoup de choses au tournage, changer beaucoup de choses au montage évidemment, parce que c'est des grosses productions, et qui s'est carrément fait voler le montage final, le final cut, pour que ce soit fait par une boîte de com. J'insiste, j'ai rien contre les boîtes de com, mais les boîtes de com sont juste pas des monteuses de films, sont des monteuses de bandes-annonces, c'est juste une réalité. Ce qui donne à Suicide Squad énormément de défauts que j'ai énumérés dans ma critique, je vous y renvoie. Donc vous avez ce contexte-là, et dans ce contexte-là, vous avez un Joker, qui est un personnage secondaire qui devient carrément tertiaire dans le montage final, qui est interprété, qui est casté en grande pompe avec Jared Leto. Jared Leto s'investissant dans le film avec David Ayer comme une sorte de personnage séminal, en disant clairement qu'il veut aller aussi loin qu'a fait Heath Ledger et qui se consume littéralement dans le rôle à absolument tous les niveaux, qui montre des photos de lui sur les réseaux sociaux, qui envoie chier les gens qui lui disent que son Joker ressemble à un gangster, qui dit c'est exactement ça, mon Joker sera un gangster, qui assume énormément de choses.
et qui va à fond dans le personnage. A l'inverse, on a Joker qui arrive donc au moment où Warner Bros est en pleine remise en cause, qui s'est bouffé les fours artistique de Justice League, qui vient de cartonner avec Aquaman, mais qui se rend bien compte que le public a apprécié d'abord et avant tout la patte de James Wan, et certainement pas les éléments rajoutés par la production, c'est-à-dire le fait que Black Manta devait absolument être dans le film, ce que James Wan ne voulait pas au début, ce qui se sent à fond dans le film final, bon bref, peu importe, et qui donc se dit à un moment donné, pourquoi pas laisser les coups des franches à un autre Joker, parce que de toute façon, le Joker de Suicide Squad, il a été massacré par la critique. De leur faute, j'insiste, c'est beaucoup de leur faute. Mais ils le prennent comme ça, et donc ils lancent Todd Phillips sur le projet, et ils lui disent va, file une coproduction, on te file 55 millions, c'est-à-dire pas le budget d'un blockbuster, si c'est bien, si c'est de la merde, tant pis pour ta gueule, on t'enfoncera, c'était de ta faute. Vous voyez le truc? C'est clairement ça qui s'est produit, hein. Et le fait que Todd Phillips était beaucoup déstabilisé pendant le tournage par les vagues faites par Jared Leto et par son agence et par d'autres producteurs, et ainsi de suite, c'est parce que c'était un projet très fragile, qui était difficile de tenir. Il faut respecter Todd Phillips d'avoir réussi à être allé au bout. Tout ça pour dire, Todd Phillips a eu les coups des franches malgré tout. Il a pu faire le film qu'il voulait. C'est très important de le dire. David Ayer, en parallèle, non. Il n'a pas pu. Il n'a pas pu du tout. C'est important de le dire aussi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de critiques qui sont tombées sur Suicide Squad, mais surtout sur le Joker de Jared Leto, qui a vraiment mangé pour la qualité globale du film, je trouve, qui sont clairement déplacés. Je vais être clair. Quand tu regardes clairement et de manière un peu plus à froid le personnage de Joker de Jared Leto, il y a de grandes différences. Le Joker de Joaquin Phoenix est donc un fou qui va, par des circonstances sociales, devenir un symbole. Le Joker de Jared Leto est clairement beaucoup plus proche du Joker tel qu'on le connaît dans la BD, dans les films, ainsi de suite, du Joker de Heath Ledger aussi d'ailleurs, puisque c'est un criminel, c'est un chef de gang, c'est un mec qui a d'abord eu une ascension sociale et qui est, comment dire, flippant comme chef de gang parce qu'il est fou et sans limite. C'est ça clairement qu'il y avait comme derrière l'idée du Joker de Jared Leto. Le problème c'est que ce qui est un Joker beaucoup plus proche, encore une fois, du Joker notamment de Jack Nicholson ou autre. Hein. J'insiste, le Joker de Jared Leto ressemble beaucoup plus au Joker qu'on connaît en général, que celui de Joaquin Phoenix, qui est clairement autre chose, qui est beaucoup plus une influence pour un éventuel Joker futur. Tiens, pourquoi pas celui de Jared Leto? Eh oui. Pourquoi il aurait repris le nom du Joker? Pourquoi il aurait fait quelque chose dans la criminalité? Peut-être que c'était un criminel à la base sans envergure, qui a vu ce Joker-là, et qui a décidé de le prendre comme modèle. Ça me paraît beaucoup plus cohérent que de voir le Joker de Heath Ledger derrière, qui lui est beaucoup plus dans l'anarchie totale, et qui n'a comme autre objectif que de penser qu'à lui. C'est pas le cas, je trouve, du personnage d'Arthur Fleck non plus. À la fin, il devient juste un tueur psychopathe, fou, et il finit à l'asile, point barre. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a aucune portée sociale autre que symbolique. Tandis que le personnage de Jared Leto, le Joker de Jared Leto, est un criminel. C'est un chef de gang. Et il utilise sa folie pour être imprévisible, flippant, et ainsi de suite. Le problème, c'est que, dans le montage final de Suicide Squad, et même dans la version longue d'ailleurs, le Joker n'existe que pour être le love interest débarré de Harley. Et le problème, c'est qu'il y a plein de scènes qui contredisent ça. Harley se fait embarquer par Batman, le Joker fait rien, il s'enfuit, alors qu'après, tout le film essaie de te faire croire qu'elle lui manque et qu'il peut pas se passer d'elle, mais s'il était fou d'elle comme ça, pourquoi il a fui devant Batman? Bon, peu importe, en ne faisant rien clairement contre Batman. Si elle est si importante pour lui, pourquoi il la rejette autant, il résiste autant au début? Alors c'est cool, ça, à la limite, ça fonctionne, excusez-moi, ça plutôt, je trouve que c'est le truc qui fonctionne bien. Mais par contre, là où je trouve que c'est beaucoup plus problématique, c'est qu'on le voit jamais être un chef de gang. On le voit il y a des thugs derrière lui, il y a des gars qui suivent ses ordres, mais on le voit pas on le voit tuer un mec, mais ça n'a aucun impact. Ce qui aurait été intéressant, c'est de voir que il aime l'argent, purement et simplement. C'est pas seulement faire le fou en grosse bagnole, il aime l'argent, il a un syndicat derrière lui, c'est pas des responsabilités, parce que le Joker ne pense pas ça en termes de responsabilité, il veut tout. Et je pense que c'est un gros manque qui fait que le personnage a un gros trou. Donc là, déjà, on compare un Joker qui avait été mal conçu, mal écrit, et qui, en plus, dans le montage final, a perdu toute une partie de ce qu'il devait être. Et peut-être même déjà au tournage, hein. À un Joker qui est beaucoup plus cohérent, dont l'histoire est claire, simple et directe, et qui à aucun moment ne devient autre chose que ce qu'il doit être pour la narration.
C'est important comme truc, ça le rend beaucoup plus cohérent, tout simplement. Donc les comparer est assez vain, mais j'essaie de vous faire comprendre qu'il y avait de bonnes choses dans ce que propose, Jared Leto. Il est à fond dans le personnage. On peut pas nier que quand on mate des passages de Suicide Squad, le personnage de Jared Leto, il est à fond dans le personnage. Il fait des mauvaises choses, et il est par moments caricatural, ça marche pas, surtout dans les passages de la version longue, c'est beaucoup plus flagrant. Mais j'insiste encore une fois, Todd Phillips a pu faire ce qu'il voulait, il a pu diriger Joaquin Phoenix comme il le voulait. David Ayer, je suis pas certain qu'il ait pu diriger Jared Leto comme il le voulait, parce que ça a été un gros bordel de tournage et de retournage Suicide Squad, mais surtout, je crois pas qu'il ait réussi à le diriger, tout court. Un bon acteur, aussi bon qu'il soit, à un moment donné, il faut pas le laisser en roue libre. Il faut lui donner des indications, il faut travailler avec lui. C'est très complexe comme alchimie, mais il y a un taf, clairement, où David Ayer n'a pas trouvé le juste milieu. Autant avec, Margot Robbie dans le rôle d'Harley, ça a l'air d'avoir plutôt collé. Avec Will Smith, en fait, Will Smith fait du Will Smith, donc bon, a priori ça lui allait. Mais par contre, avec Jared Leto, on sent clairement qu'il n'a pas réussi à contenir, à trouver comment travailler avec lui pour faire de ce Joker un Joker juste cohérent. Donc je comprends que les gens disent que le Joker de Jared Leto était naze et tout ça, parce que dans les faits effectifs, oui. Mais dans l'idée de fond, dans ce qu'il aurait pu être, je suis désolé, ça aurait pu être un Joker très intéressant, voire même plus cohérent, j'insiste, plus cohérent que le Joker qu'on a là au final. J'insiste, hein. Le film de Todd Phillips a des problèmes de fond. Il y a un vrai beans entre le héros dramatique qu'on voudrait nous faire croire qu'il est et le fou qu'il est réellement. Il y a un gap là, dans lequel le discours du film se casse la gueule, de mon point de vue. A l'inverse, le Jared Leto de Suicide Squad collait à cet univers-là, mais en plus, il lui manque trop de choses pour exister. Alors on peut me dire, il est naze, oui, mais il lui manque des trucs. Alors que le Joker de Joaquin Phoenix, il lui manque rien, et ça fonctionne pas. Il y a des problèmes de fond, j'insiste. Voilà, je tenais vraiment à faire une partie sur Jared Leto, parce que je trouve qu'il est attaqué de manière un peu facile dernièrement, et j'insiste, le Joker de Jared Leto non seulement collait mieux à ce qu'on connaît du Joker, donc c'était déjà... ça cherchait moins à faire l'original, honnêtement, parce que je trouve qu'il y a un petit peu ce côté-là aussi dans la mise en scène de Todd Phillips, par moments il essayait un peu trop de la jouer « je suis un artiste », mais bon, à la limite, je trouve que le film fonctionne plutôt bien globalement, donc en termes d'émotion, donc je vais pas non plus lui jeter la pierre partout sans raison. Mais de l'autre côté, moi j'aurais voulu vraiment voir ce que ça aurait pu être un Jared Leto bien dirigé, dans un film où le Joker a une vraie place et où il a une construction cohérente, tout simplement, où le montage n'est pas fait par une boîte de com et où le réalisateur peut taffer. Ça commence à faire beaucoup de si, mais vous comprenez l'idée. Je trouve qu'on ne peut pas juger le Joker de Jared Leto, en fait. On ne peut pas. C'est très compliqué. Il est beaucoup trop secondaire, et maintenant qu'il y a le film Joker qui sort, je suis d'autant plus déçu qu'on n'ait pas à un moment donné voulu bosser avec lui, peut-être pas sur un film Joker, sur autre chose, mais sur un Joker qui, maintenant, on a appris dernièrement qu'il serait en plus pas présent dans Suicide Squad 2, puisque James Gunn a fait le choix de ne pas le mettre dans le casting, ce que je peux comprendre, je fais confiance à James Gunn, mais c'est dommage, c'est vraiment dommage. Pour moi, il y a toujours quelque chose à faire avec ce personnage-là, qui n'a juste pas été fait. Voilà, fermons la parenthèse sur le Joker, et concluons une bonne fois ce podcast, encore une fois, beaucoup trop long. Alors, Joker, c'est un film qui va avoir de très gros fans. C'est un film pessimiste, ou réaliste, hein, selon le point de vue qu'on a, sur notre société qui serait une société malade. Et dans ce sens, même si je trouve que ça ne tient pas en termes de cohérence, je peux entendre qu'on le reçoive comme ça, et le film est très fort. Et même si le film est très réussi dans sa forme, encore une fois, la photographie elle est très très belle, les cadrages sont très beaux, l'acting, évidemment, j'en ai assez parlé, voilà, etc. La musique est intéressante et tout. Il y a même le scénario, je trouve qu'il y a vraiment de belles choses, l'histoire avec sa mère et tout ça, je trouve que ça a de belles idées, parfois, par moments, malheureusement, à des moments clés un peu trop grossières, mais dans l'idée, c'est pas mal, c'est vraiment intéressant, ça aurait pu être un excellent film, Joker. Malheureusement, il y a de trop gros problèmes de fond, j'insiste, et je vais finir là-dessus, parce que ça m'énerve. Les pauvres ne sont pas des idiots qui suivent un fou homicide, enfin, je veux dire, et qui le prennent pour en faire un symbole. C'est une vision politique stupide. Là, c'est moi contre BFM TV, hein, j'insiste, hein, je vais être probablement un des rares à le dire clairement et à m'opposer à ça, et comme j'ai que 30 personnes qui me suivent sur le podcast, ça aura peut-être pas une immense portée, mais je suis déjà très heureux que vous l'entendiez, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment touché, encore une fois, que vous me suivez, c'est vraiment cool. Mais c'est moi contre BFM TV, c'est ça, c'est le ratio, quoi. C'est 1 contre 1 million, quoi. Je veux dire, là, mon point de vue sera minoritaire, mais je trouve que le film devient, malgré lui, une propagande anti-mouvements sociaux,
qui est déjà vendu par les médias français de manière très efficace. Et les deux fonctionnent ensemble. Je suis désolé, je suis obligé de le voir comme ça. Et ça, sur le fond, ça me pose problème. Après, il y a un débat de fond sur le Joker. Hein. Est-ce que c'est un film pessimiste mais bancal? Encore une fois, parce que même dans son principe de film, on va dire, de droite, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme je disais, il y a ce mariage entre la folie du Joker et le fait de refaire un héros dramatique, ça ne fonctionne pas. Donc on peut le voir comme un film pessimiste mais bancal, ou le voir comme un beau film sur un fou, mais qui est idiot quand il élargit son sujet. Quand le film élargit son sujet, le film est idiot. Voilà, je pense qu'on va être un petit peu ces deux camps-là. Ça va être un film magistralement pessimiste et les gens vont voir là-dedans un chef-d'œuvre en disant que nous vivons dans une société malade et les pauvres sont en général stupides quand ils font des mouvements de masse, en se basant sur la Révolution et le fait qu'on ait décapité des gens à tour de bras. Mais je trouve que c'est une vision un peu limitée, hein, sans vouloir critiquer personne directement. Ou on peut voir le fait que ce soit un certain beau film sur un personnage très beau, mais qui dans son fond est vraiment un film idiot, et qui aurait largement dû se passer de faire une critique sociale de ce film. Ça reste un film singulier, ça reste un film intéressant à voir, rien que pour la performance de Jared Leto, mais il faut le dire, sur le fond, c'est un film qui a de gros problèmes, et j'espère que beaucoup de gens vont l'attaquer, le critiquer, parce que, même s'il a un énorme succès, c'est un film qui a des soucis. Et la Mostra de Venise, écoutez, non, là les gars, avec un film qui a autant de problèmes de fond quand même, c'est dommage. Bref, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, c'était vraiment cool. J'espère que ce nouveau format où j'en suis revenu à une formule un peu plus ancienne vous plaît. Tweetez, Instagram et ainsi de suite. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'Acho. Salut!